Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, les pays de l'Afrique des Grands Lacs se sont réunis ce mardi 29 septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies pour évoquer notamment la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et en Centrafrique. Au Burundi, la jeunesse s'interroge sur son avenir, un avenir qui apparaît incertain à l'heure où la crise politique attise de plus en plus le chômage. Et lancé en avril 2012, le barrage hydroélectrique de Caleta en Guinée a été inauguré ce 28 septembre par le président Alpha Condé. Une capacité de 240 MW, ce barrage a coûté 446 millions de dollars. Mais tout d'abord, les dirigeants des pays membres de l'IGAD se sont réunis lors d'un sommet extraordinaire en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, un sommet consacré à la situation qui prévaut en Somalie et au cours duquel le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a plaidé pour la création d'une véritable armée somalienne équipée et efficace, capable de mettre un terme aux exactions des Chebabs. Et les dirigeants des pays de l'Afrique des Grands Lacs se sont également réunis, à l'instar des pays de l'IGAD, ce mardi 29 septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'objectif étant de discuter des problèmes de sécurité qui menacent la région, et notamment la République démocratique du Congo et la Centrafrique. Liselsia Kizimana. L'Afrique des Grands Lacs au cœur des discussions à New York, aux États-Unis. Les représentants des pays de la région des Grands Lacs se sont réunis mardi 29 septembre 2015 en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Objectif, analyser les problèmes de sécurité de la région. Deux pays ont particulièrement retenu l'attention de l'Assemblée. Il s'agit notamment de la République démocratique du Congo et de la Centrafrique. Nous avons plaidé ici aux Nations Unies pour que la communauté internationale vienne au secours de la Centrafrique, qu'elle l'aide à boucler ce budget parce que c'est une échéance cruciale que l'élection présidentielle. Le processus électoral de la Centrafrique est pour l'instant bloqué à cause de l'insécurité qui règne à Bangui, la capitale, depuis samedi 26 septembre 2015. La classe politique se prépare pour un report éventuel de la présidentielle prévue pour le 18 octobre 2015. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de compatriotes qui ont été recensés, mais il faut continuer ce processus donc électoral de recensement, le parfaire, mais il faut aussi vraiment avancer de manière critique sur le problème de la sécurité du pays, parce que au moment où nous sommes en train de nous parler là, à Bangui, il n'y a pas un chat dehors, et ça c'est depuis samedi. Le pays est entièrement bloqué, et puis naturellement des malfrats en profitent pour piller, pour terroriser les gens, attaquer les gens à domicile. Donc, le problème du désarmement, c'est un problème central. Je ne vois pas comment on peut avoir des élections et un processus électoral qui puisse être fiable et vraiment apaisé si un pas n'est pas fait dans le désarmement. Sur le terrain, la nuit de mardi 29 septembre a été plutôt calme, mais ce mercredi, la situation reste tendue. Depuis samedi, les violences interreligieuses ont fait 36 morts et 27 000 Banguissois qui se sont réfugiés dans des camps près de l'aéroport où sont basées les forces des Nations Unies. Et sachez que malgré le couvre-feu décrété, le calme reste toujours précaire en Centrafrique, dans la zone de l'aéroport de Bangui. Les affrontements ont éclaté. Ce mardi, la présidente Catherine Samba-Panza a appelé au calme et a pointé de doigt ceux qu'elle qualifie d'ennemis de la paix. La communauté internationale a de son côté rappelé son soutien aux autorités de transition. Actuellement, le Burundi dispose d'un revenu national brut annuel par habitant de 260 $ américains et dépend fortement des importations. La jeunesse burundaise, fortement touchée par le chômage, craint que l'actuelle crise politique l'impacte davantage. Idlet Mirabel Bissou. Alors que l'instabilité politique continue, de nombreux jeunes au Burundi s'interrogent sur leur avenir. Dans le même temps, le taux de chômage continue de grimper. Teddy Mouyir, jeune entrepreneur, fait désormais face à la faillite à cause des tensions politiques qui règnent dans son pays. Une situation qui, selon de nombreux Burundais, devient de plus en plus inquiétante. De temps en temps, il me vient à l'esprit de penser que les pouvoirs publics, les politiques burundais qu'on a fait jusqu'à présent, ont fait exprès de laisser la jeunesse dans le chômage, la population burundaise entretenue dans la mendicité, afin d'essayer de la contrôler, de la maîtriser. La jeunesse burundaise au niveau qu'il faut, accéder jusqu'à un certain moment à plus d'informations contradictoires par rapport aux jeunesses de la sous-région. Ce qui faisait de cette jeunesse une jeunesse informée. Cette jeunesse informée est apte à prendre des décisions. Mais malheureusement,
quand elle a faim, quand elle est en chômage, il est difficile de prendre une décision parce qu'elle n'est pas autonome. Après avoir obtenu un diplôme supérieur d'économie en 2008, Teddy Mouhir n'a pas pu trouver un emploi. Il s'est lancé dans l'agriculture et a créé sa propre exploitation de tomates. Avant la crise burundaise, l'entreprise lui rapportait $800 américains par mois, mais depuis le mois d'avril, le jeune entrepreneur peine à vendre ses produits. Les clients ont déserté les marchés. Il faudra que les jeunes qui terminent leurs études travaillent en autonomie. Donc peut-être après il faut voir avec le financement, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut que les gens travaillent pour eux-mêmes, pour créer leurs propres entreprises, travailler pour eux-mêmes en autonomie et ne pas peut-être penser que quelqu'un d'autre va les embaucher. L'inflation alimentaire a augmenté pour atteindre les 10% en juin 2015 alors qu'elle était à 8,5% au mois de mai. Les analystes craignent une aggravation de la situation économique pour ce pays dépendant en partie de l'aide étrangère. Dans le reste de l'actualité, l'ICO s'installe à Abidjan. L'Organisation internationale du cacao, actuellement basée à Londres, va déménager ses locaux en Côte d'Ivoire dès ce jeudi. Rappelons que cette organisation intergouvernementale avait pour fonction initiale de stabiliser les prix du cacao sur le marché mondial. Désormais, elle produit également des données statistiques et soutient des projets de développement dans la production et la commercialisation du cacao. D'une capacité estimée à 240 MW, le barrage hydroélectrique de Caleta en Guinée a été inauguré ce lundi 28 septembre par le président Alpha Condé. Situé sur le fleuve Concouré, la réalisation de cet ouvrage a coûté près de 450 millions de dollars, cofinancé par l'État guinéen et par la China Exim Bank. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Inauguré lundi à 150 km de Conakry, le barrage hydroélectrique de Caleta en Guinée a une capacité de 240 MW et a coûté 446 millions de dollars. En compagnie des présidents Denis Sassou Nguesso et Mahamadou Issoufou, le chef de l'État guinéen a mis en service l'infrastructure énergétique. Financé à hauteur de 25% par l'État guinéen et 75% par la China Exim Bank, Caleta devrait permettre de résorber le déficit énergétique de la Guinée, évalué à plus de 400 MW. Je ne fais pas seulement résister pour la Guinée. Résister va nous permettre de développer la métallurgie et la sidérurgie avec nos amis du Nigeria qui ont une grande consommation, du Congo, etc. Caleta permettra également de désenclaver de nombreuses localités guinéennes jusqu'ici dans le noir. À moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, le candidat Alpha Condé compte rassurer la population guinéenne sur le respect des engagements pris en début de mandat. Nos maris ont participé à la construction de ce barrage et ils l'ont fait dans des conditions difficiles. Nous avons entendu toutes sortes de rumeurs sur les difficultés liées à la construction, mais aujourd'hui, les résultats sont là et nous sommes très heureux. Nous sommes ravis de ce barrage à Caleta. Il a été annoncé depuis quelques années et maintenant nous pouvons tous voir les résultats. Et c'est grâce au président Alpha Condé. Cela apporte beaucoup de joie au peuple guinéen. Caleta représente une étincelle pour la Guinée et pour l'Afrique. La construction du barrage hydroélectrique de Caleta a démarré en avril 2012. Le gouvernement guinéen compte ensuite développer d'autres infrastructures énergétiques. La prochaine sera le barrage hydroélectrique de Souapiti. Les études de faisabilité technico-économique ont été faites en janvier 2015. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.